Je visais la perfection, mais au détriment de ma santé, au détriment de mon bien-être, au détriment de mon corps, au détriment de mon âme aussi. C'est grâce à mes parents. C'est beaucoup de sacrifices qu'ils ont fait en temps, en énergie, en finances. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit c'est pas assez parce que j'ai pas eu les titres majeurs. Ça m'a tué de l'intérieur. Porter le drapeau de son pays sur ces scènes-là, c'est un honneur. Et j'ai pris cet honneur vraiment à cœur. J'ai poussé les limites plus loin que ce qu'il ne fallait. Je ne remettrai plus ma santé physique, émotionnelle et financière en danger pour le sport. Ouais. J'ai fait de ces titres et ces médailles mes idoles. Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? De la peine, de la frustration, de la douleur, de la solitude. En partant de quelque chose qui te rendait heureuse. Pour redevenir la Maë pétillante que je suis aujourd'hui, ça a été un parcours. Salut Maë-Bérénice. Bonjour Gaël. Ouais, bienvenue dans le revers de ma médaille et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Comment ça va ? Ça va super bien, merci. Et toi ? Ouais, ça va aussi super. Maë-Bérénice ou Maë, comment on t'appelle ? C'est plus rapide. Maë, c'est cool. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation de ce podcast où l'idée, je te l'ai déjà dit, mais je le rappelle, c'est de parler de ton parcours, ta carrière, et d'aborder aussi de ce dont on parle peu, finalement. C'est les côtés un peu cachés, les moments pas évidents, les défis, les doutes, les fragilités, bref, tout ce qui font qu'un sportif, c'est aussi un être humain. Et exactement. C'est important de le dire. Ma première question, c'est qu'est-ce qui, toi, te motive à parler de ça et te donne envie de t'exprimer sur ça ? De pouvoir donner des clés aux athlètes qui sont déjà dans la phase de haute performance et aux générations futures surtout, pour ne pas peut-être prendre les mêmes chemins que nous on a pu prendre, pour aller plus vite, là où nous on a peut-être un peu plus galéré, pour simplement en termes de prévention, et partager son témoignage et dire que voilà, moi ma vie ça a été ça, j'ai traversé ça, j'ai vécu ça. Les conseils que je peux vous donner par rapport à mon expérience de vie, ça peut être ça. J'ai été jeune, donc je sais que quand les plus âgés ils te disent ouais, faut pas faire ci, tu dis t'inquiète. Je vais faire comme je veux. Exactement. Donc juste au moins planter une graine. Ouais. Après ils s'en servent comme ils veulent. Ok, très intéressant. Donc la transmission. Ouais. C'est top. Tu es patineuse artistique. Moi, je te le dis d'entrée, c'est un sport pour lequel je suis pas du tout familier. Ouais. Et c'est encore mieux parce que du coup, j'ai aussi envie, je pense comme tout le monde, de découvrir ce qu'est une sportive de haut niveau qui fait du patinage. Comment ce sport est arrivé dans ta vie déjà ? Est-ce que tu peux nous raconter Oui, bien sûr. J'ai la chance d'habiter à Vitry-sur-Seine où il y a une patinoire, il y a plusieurs infrastructures sportives. Et donc, j'y suis allée avec l'école. D'accord. Ça m'a énorme. Quel âge Alors là, j'ai 31 ans aujourd'hui et j'avais 5 ans quand j'y suis allée. Ah ouais, d'accord. 4 ans, j'étais jeune. Et ça m'a plu énormément. Et mes parents, ils m'aiment beaucoup, mais j'ai beaucoup d'énergie. Donc, ils m'ont dit, OK, trouve un sport qui te plaît. Et ils m'ont laissé choisir. Et je leur ai dit le patinage. Donc, au début, ils se sont tous les deux regardés comme patinage. De tous les sports, patinage. Ouais. Mais soit, c'est ce que tu veux faire, on va t'inscrire. Donc, mon père, il s'est dit, allez, elle va faire 3 mois, 4 mois, elle va avoir froid, elle va arrêter. 26 ans plus tard, on y est encore. Et c'est comme ça que j'ai découvert le patinage grâce à l'école. Ok, d'accord. Donc, tu n'as jamais arrêté et ça a toujours été ça. Donc, même pas d'autres sports à côté ? Ah non, si. Si, il y en a d'autres. À un moment donné, j'avais un emploi du temps de ministre. J'ai fait... parce qu'on a un conservatoire aussi, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai fait de la danse classique, de la danse moderne, du violon, du solfège, de l'orchestre, de la chorale, de la danse de salon, de la GRS. Et tout ça quand ? En fait, j'avais la chance d'aller dans une école à horaire aménagé. D'accord. Donc, à partir de 8 ans, je pense. À partir du CE2. D'accord. Donc, j'allais à l'école... Au début, j'allais à l'école le matin. D'accord. L'après-midi, à 16h, je patinais. Et quand je suis montée dans les classes supérieures, j'allais au patinage le matin. L'après-midi à l'école. Le soir, je faisais d'autres activités. Et le mercredi, c'était la journée un peu musique. Donc, j'ai patiné le matin, j'allais au violon, j'allais à l'école, je faisais autre chose. Trop bien. Donc, j'avais pas le temps de m'ennuyer. Ouais, tu découvres plein de trucs aussi en même temps. Exactement. Super. La sensation d'être sur la glace, c'est un truc qui t'a marqué, qui a fait que c'est un sport aujourd'hui qui compte pour toi. Qu'est-ce que tu ressens dessus ? Parce que moi, je suis totalement nul là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on ressent
C'est une sensation de liberté. Ok. Je sais pas, je pense que les danseurs peut-être pourraient comprendre cette sensation. C'est juste la liberté de... enfin, même les danseurs en vrai. Peut-être les skieurs à la limite, aller vite, pouvoir tourner, sauter, tomber, se relever, faire des pirouettes, pouvoir s'exprimer sur de la musique. C'est un mélange entre l'art et le sport. Il y a tellement de facettes au patinage que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me correspond parfaitement. J'adore danser. Il y a de la musique, je danse. Il n'y a pas de musique, je danse. Dehors, il n'y a pas d'endroit. Okay. Et sur la glace, j'ai la possibilité de pouvoir faire ça, en même temps de repousser un peu mes limites, en allant voir quel trip je peux faire, quel saut je peux faire. Je peux raconter une histoire au travers d'un programme. C'est une sensation unique. Waouh. En tout cas, quand tu le racontes comme ça, on a envie d'en faire presque. Donc, Mais venez. C'est trop bien. Ça te demande quoi comme qualité à la base C'est un mix, je pense, de qualité. Il faut à la fois être explosif, il faut avoir une certaine endurance, parce que nos programmes, on a 2 programmes en catégorie senior. Le programme court, c'est 2 minutes 50, le programme long, c'est 4 minutes. Okay. Dans le programme court, on a 7 éléments, 3 sauts, 3 pirouettes, une suite de pas. Et dans le programme long, on a 7 sauts, 8 sauts, 7 sauts, une suite de pas, 3 pirouettes, une spirale chorégraphique. Il faut arriver à caler tout ça. Mais en même temps, il faut arriver à être explosif. Donc, c'est un mélange peut-être demi-fondeur, je sais pas. Ils sont entre les deux. Ils sont pas totalement longue distance, mais ils sont pas totalement sprint. Il faut avoir une certaine grâce, une certaine flexibilité, mais en même temps, il faut avoir de la tonicité. Donc, c'est un mix. En fait, j'ai l'impression que c'est chaud-froid. Il faut avoir un peu de ci, un peu de ça pour pouvoir être un athlète complet dans le patinage. Ouais, c'est ça. Ça fait très complet, en fait. Comme... tu sais, moi j'ai l'impression, quand t'entends patinage artistique, moi je sais pas, le mot que je retiens c'est artistique. Ouais. Et en travaillant un peu cet épisode avec toi, je me rends compte qu'il y a aussi une rigueur qui est demandée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ce que ça te demande, de ce que ça exige aussi pour toi au quotidien? Tellement de choses. Et encore plus, je pense, en tant que femme, parce que on commence jeune. C'est un sport à à maturité précoce. Et du coup, j'ai commencé à 5 ans. Et j'ai commencé à faire des compétitions internationales à l'âge de 11 ans. Donc, depuis que j'ai 11 ans, je représente la France. Et j'avais un corps d'enfant. Donc du coup, on passe du corps d'enfant au corps de femme. Ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, parce que quand tu t'élances dans les airs pour faire 3 tours, quand tu as un corps d'enfant et quand tu as un corps de femme, c'est pas pareil. Donc là, on rentre dans le côté plus physique. Le poids, ça a son importance, parce que tous les jours, tu vas faire des répétitions et des répétitions et des répétitions. Donc, ça veut dire que tes articulations, elles vont prendre énormément. Donc, c'est un sujet assez sensible, parce que tu ne veux pas blesser, tu ne veux pas vexer. En même temps, c'est quand même une réalité. Il faut quand même prendre ce facteur en compte pour être sûr que tu puisses rester dans le temps, que tu puisses t'entraîner et faire des compétitions dans les meilleures conditions, et pas en étant en douleur chronique, ce qui a été un peu mon problème au cours de ma carrière. Il y a tellement de... après, il faut travailler son élasticité, sa flexibilité. Mais il ne faut pas être trop lax, parce que sinon, ça va aller à l'encontre de ce que tu veux faire par rapport au saut. Donc, c'est savoir, en fait, comprendre l'anatomie et le corps de l'athlète qu'on a, prendre les connaissances générales, prendre les spécificités de l'athlète et créer quelque chose qui va lui permettre d'avancer sainement et en accord avec les besoins de son corps. Ça, c'est la subtilité. Ça a l'air intéressant. Et au quotidien, c'est quoi une routine, par exemple, d'entraînement? Comment tu travailles tout ce que tu me racontes là? En fait, c'est un travail à temps plein. Parce que là, je vais prendre un emploi du temps type. Le matin, en général, moi, je me lève à 5 heures. Donc, je me lève à 5 heures du matin. Je vais à la patinoire pour 7 heures. J'ai 1 heure d'échauffement, parce que mon corps, il ne peut pas juste monter sur la glace comme ça. Et mon échauffement, c'est plus un circuit de mobilité. Donc, c'est un peu un genre de premier workout. Ensuite, je fais 1 heure... Non, je m'excite un petit peu. 30 minutes de glisse. Donc, ça va être tout ce qui est les pas, la qualité de patinage, etc. pour rentrer dans la glace. Après, je travaille les éléments de mon programme, suite de pas, et je commence à sauter. Et je vais pouvoir travailler sur mon premier programme. Donc, soit je fais le programme en entier. En fait, ça dépend du moment de la saison aussi.
Soit je fais mon programme en entier, soit je fais des parties pour travailler le cardio et en même temps la répétition, la constance. Je prends un moment de pause. Après, je travaille un petit peu hors glace pour me réchauffer. Donc, je vais faire des sauts au sol, par exemple, des rotations pour... ça aide un petit peu, justement, comment dire ça? Je parle en anglais, là. À mémoriser certains mouvements qui vont nous permettre d'avoir une certaine constance sur la glace. D'accord. Ensuite, deuxième session, on travaille le deuxième programme. Donc, soit on le fait en entier, soit on fait des parties. Après, on fait des répétitions. On répète les éléments qu'on a besoin de répéter. Donc là, il est quelle heure à peu près? C'est toujours dans la, même partie La première heure, donc je fais 7h, 8h, 8h, 9h30 à peu près. Je vais prendre une pause d'1 heure. Donc on arrive à 10h30, 30 minutes, 11h, 11h jusqu'à 12h30. Et après ça, soit je refais 1 heure pour de la chorégraphie, etc. Soit je vais à la salle. Et là, je vais faire soit une séance de préparation physique, soit une séance de mobilité. Ça va dépendre des jours. Il y a des jours aussi, je peux aller à la natation pour travailler mon cardio de manière différente, ou alors ça va être une séance de cardio sur l'elliptique. Et après, il y a la partie récupération, massage, etc. Préparation qui est très importante. Ouais. Ça fait des belles journées. Une journée de travail. Ouais, vraie journée de travail. Sans salaire. C'est ça. J'allais aborder ce point-là parce que tu as été propulsée très jeune sur le devant de la scène. À 14 ans, je voyais que tu avais été vice-championne de France. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est ton métier? Est-ce que comment ça se passe au niveau du patinage artistique? À quel moment tu es considéré comme vraiment sportif de haut niveau? Où est un peu cette frontière-là? Alors, si je dis pas de bêtises, je suis considérée comme sportif de niveau depuis 2008. Je suis sur les listes ministérielles de sportifs de niveau depuis 2008. Quand tu me dis à partir de quel moment je suis considérée sportif de niveau, par rapport au prize money, par rapport aux compétitions, c'est par rapport à quels critères? Par rapport à un tout, ouais, c'est ça. À quel moment c'est ton métier et donc tu peux en vivre et aussi tu fais ça tout le temps? Est-ce qu'on peut en vivre? Oui, on peut en vivre. On peut vivre du patinage et on a la chance d'avoir cette composante artistique, donc du coup on peut aller faire des spectacles, etc. Maintenant, les opportunités pour tout ça, elles sont quand même limitées. Donc c'est souvent quand même les mêmes grandes têtes d'affiche qui vont avoir ces opportunités d'aller faire des shows à l'étranger. J'ai eu cette chance de pouvoir aller faire une fois au Japon une tournée estivale. C'était juste après les Jeux de 2014. Et je peux dire que, est-ce que j'en ai vraiment vécu? J'ai eu des prize money, j'ai eu des aides financières qui m'ont permis d'avancer, mais ça me permettait de financer plus mes besoins que ça m'a permis de construire une vie en dehors, si je puis dire. Parce que le patinage, c'est un sport qui est assez onéreux quand même. Ok, d'accord. Parce que, ouais, effectivement, par rapport à d'autres sports, j'ai le sentiment que si tu n'as pas les moyens, tu n'en fais pas. Qu'est-ce qu'il y a à payer? Qu'est-ce qu'il y a à ta charge concrètement quand tu fais du patinage? Alors, c'est pas pour décourager les gens. Oui, mais on est là pour dire on est là pour tout dire. Exactement. Donc une paire de patins, celle que j'ai actuellement, il me semble que la paire de... Parce que le botte et lame ne viennent pas ensemble. Ok, donc c'est séparé. Donc c'est deux éléments séparés. Okay. La bottine, si je dis pas de bêtises, elle est entre 800 et 900. Okay. Et la lame, pareil. D'accord. Donc déjà, pour une paire de patins, on est à 1008. Presque 2000. Voilà. Okay. Ensuite, il faut faire les tuniques, en sachant qu'on a 2 programmes. 3 si on est appelé à faire des exhibitions. Mais mettons 2 programmes. Elles sont faites sur mesure par rapport à la musique. Donc ça peut varier. Ça dépend de qui on va voir. Mais mettons, allez, on va dire 1500. Je suis gentil. 1500 pour une tunique. Donc 3000 pour les 2. Ensuite, il faut faire monter les programmes en fonction du chorégraphe qu'on va aller voir et en fonction de sa renommée. Ça peut augmenter plus ou moins. On va prendre un prix moyen. On va dire 2000 pour le programme court, 4000 pour le programme long. Donc ça, c'est toi qui le paye? Ça dépend. En fait, ça dépend des saisons que j'ai eues. Là, par exemple, aujourd'hui, oui, ça va être moi qui vais devoir tout payer parce que je n'ai pas fait de compétition depuis un moment. Donc, du coup, je remplis pas certains critères qui font que j'ai le droit à des aides fédérales ou autres. Donc, du coup, ça va être à ma charge. Il y a la partie musique aussi. Des fois, on fait les créations musicales sur mesure. Donc, en fonction de la personne qu'on va aller voir, pareil, ça dépend. Mais mettons peut-être 1000 € pour les 2 musiques.
Après, il y a les stages estivaux. En fonction, ça dépend, 5 000 €, 7 000 € pour un stage. Le stage, ok. Ouais. Et ça, c'est la partie stage. D'accord. Bon, après, ok. Un prix global pour l'été, je dirais, qui comprend le logement, les déplacements et tout, on va mettre, allez, 7 000. D'accord. Partie basse, 7 000. Après, il faut payer les coachs à l'année. En fonction du pays, ça dépend. Aux États-Unis, je paye beaucoup plus qu'en France. En France, c'est pas les mêmes systèmes de fonctionnement. Mais si je prends aux États-Unis, pour mes coachs, ça devrait tourner aux environs de 20 000 $ à l'année. À l'année, d'accord. Après, il faut payer la glace. En fonction des clubs, ça varie. En Floride, il me semble que les packages, ils sont assez conséquents. Okay. Je saurais plus dire, mais peut-être que c'est 15 $ la demi-heure, ou peut-être un peu plus même. Je sais pas vraiment. Après, il faut payer les cours particuliers, etc. Enfin, ça s'accumule assez vite. Ça se chiffre vite. Et comment tu gagnes de l'argent? Parce que cet argent-là, il faut le sortir. Si de base, tu l'as pas forcément, comment ça se passe? J'ai la chance, l'honneur, la bénédiction d'avoir des parents qui m'ont soutenu dès le début. Donc, c'est tes parents, ta famille? Donc, c'est grâce à mes parents que j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire. Et à un moment donné, c'est vrai que j'ai pu prendre un petit peu d'indépendance, dans le sens où, comme j'avais des résultats, j'avais des aides. Donc, ces aides leur permettaient d'avoir à investir moins. J'ai eu des résultats aussi qui m'ont permis d'avoir des prize money. Donc là aussi, j'ai pu réinvestir de l'argent. J'ai pu faire, comme j'ai dit, participer à ce show au Japon. Donc ça, c'est pareil, c'est une rentrée d'argent. J'ai participé à des tournées équipe de France. Il y a une compétition qui s'appelle le World Team Trophy, où on sait qu'on va avoir de l'argent, peu importe le classement qu'on va avoir. Donc c'est des entrées comme ça qui aident. Donc oui, ça peut être des fortes sommes. Donc les gens ils vont se dire « Oh, waouh, t'as gagné 10 000 € pour le truc. » Je fais, OK, mais ils ne voient pas tout ce que tu as dépensé. Toute l'année, moi, ça se trouve, j'étais à crédit toute l'année. Donc le temps de rembourser tout le monde, en fait, on revient à zéro. C'est ça. Mais ça marche peut-être un peu comme le tennis ou ces sports-là où en fait, tu as tout un écosystème à payer, et puis ensuite, ça dépend de tes performances en fait, qui vont faire que tu gagnes plus ou moins. Donc ta famille t'a aidé, enfin, a soutenu ton projet. Qu'est-ce que tu as dû leur demander? Est-ce que c'était à leur initiative? Comment ça s'est passé? Parce que c'est pas toutes les familles, je pense, qui pourraient le faire. Bah, je suis enfant unique, donc déjà ça aide énormément. Et mes parents, peu importe les rêves que j'avais, ils ont dit qu'ils vont toujours me soutenir. Et ils ont vu que c'était une passion. Enfin, ils ont vu que je suis comme un poisson dans l'eau quand je suis sur la glace. Donc, pour eux, c'était comme une évidence. Ils ont sacrifié leurs étés, des journées. Enfin, ma mère, elle a pris son travail quand j'étais plus jeune en fonction de mes horaires et de mes besoins. Donc, le matin, elle m'emmenait à l'école. Des fois, elle dormait dans la voiture pour m'attendre, pour me ramener à la maison. Et elle travaillait de 17h à minuit. Donc, elle travaillait de nuit pour pouvoir être présente avec moi la journée. Et mon père, il prenait la relève l'après-midi. Donc, ils se sont toujours sacrifiés. Pendant des années, je crois que mon père, il n'est jamais retourné dans son pays d'origine parce que tous les étés, on allait faire des stages de patinage. Et comme ça coûte assez cher, soit il y avait un des parents qui travaillait et l'autre qui était avec moi. Donc, c'était nos vacances. Et on inversait. Après, on avait la chance, on allait à Montpellier, donc il y a pire. Mais quand même, c'est beaucoup de sacrifices qu'ils ont fait en temps, en énergie, en finances. Et c'est le plus beau des cadeaux. C'est bon. Bah, ils t'ont laissé vivre ce rêve-là. C'est beau, hein, franchement. Ça fait plaisir à entendre. Tu es une femme noire dans un sport où il y en a peu, ou en tout cas pas beaucoup. Les proportions, je les ai pas, mais il y en a peu. Comment on trouve sa place dans ce sport-là? En vrai, par le biais de mes résultats. Moi, j'ai eu cette chance de grandir, d'évoluer en France, où on avait une diversité de patineurs et de patineuses. Donc du coup, pour moi, ça n'a jamais été un problème que de me dire je suis une femme noire dans un sport où peut-être on ne voit pas autant de personnes comme moi. Ça n'a jamais été un problème. Et le seul problème que j'avais, c'était de faire des programmes sans faute. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir gravir les échelons, parce que les performances parlaient
d'elle-même, pour en toi. fait. C'est pas une question de je suis noire, donc est-ce que j'ai la légitimité? Non, c'est est-ce que je peux faire les sauts pour? Et si je peux, bah, allez. Tu le fais. Il y a, du coup, par rapport aussi au fait que tu sois une femme, que tu sois noire, il y a eu cette comparaison avec Souria Bonali. Ça m'intéresse de savoir comment tu as vécu ça. Est-ce que c'est une comparaison qui t'a fait du bien, qui t'a mis de la pression, ou alors pas du tout? Comment t'as vécu Non, c'est un honneur, parce que Souria, c'est le plus grand palmarès féminin français. Elle a accompli des choses exceptionnelles. Quand on parle de patinage, il y a 2 noms dont on se souvient. Philippe Candeloro et Souria Bonali. Donc, c'est une personne qui a marqué le sport de par ses performances, de par qui elle est finalement, et de par sa capacité à oser. Donc, c'est un honneur. Et moi, je suis une femme de challenge, donc j'ai regardé et j'ai vu les résultats qu'elle a eus, et je me suis dit, OK, moi, je vais essayer de faire aussi bien, voire même mieux. Enfin, c'est l'objectif. Quand on a un rôle modèle comme ça, on se dit, OK, elle a pu faire ça, et on va essayer de donner le maximum pour pouvoir faire encore plus. Donc, ça n'a jamais été un problème. Et après, j'espère pouvoir, moi aussi, ancrer mon nom dans ce sport, comme elle le fait, et comme elle continue de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on se souvient de son nom, elle a on laissé sait qui elle est. une marque, quoi. Exactement. En fait. C'est ça. C'est top. Toi aussi, ta marque, tu la laisses actuellement. Tu as un sacré palmarès, je ne vais pas tout dire, mais tu es sextuple championne de France. Tu as fait top 5 championnat d'Europe, top 10 championnat du monde, top 10 au JO de 2014, finaliste au JO de 2018. Je vais m'arrêter là. Mais il y a encore tellement de choses. C'est quoi le sentiment qui vient quand, par exemple, je te cite tout ça, le premier truc qui te vient en tête? Là, je suis fière. Mais tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit c'est pas assez parce que j'ai pas eu les titres majeurs. Il n'y a pas championne du monde, championne olympique. Tu vois, ça, les gens, ils disent ça claque. Ça claque. Mais en fait, je suis fière parce que c'est au prix d'années d'efforts, de travail acharné, de discipline, de résilience, de passion aussi. Ça traduit ma longévité aussi dans le sport. J'ai fait mes premiers championnats de France élite en 2008. J'avais 13 ans et c'était même pas ma catégorie. Donc, c'est mon héritage, tout simplement. Et je suis vraiment heureuse et je le porte avec fierté. Alors qu'avant, j'étais là, ouais, c'est pas mal, mais... Il faut faire plus. Il faut faire plus, quoi. Ouais. Et ça a généré quoi chez toi? Ça te rongeait un peu? Ça te mettait une trop grosse pression qui, des fois, peut-être pouvait te faire déjouer un peu? Ça m'a tué de l'intérieur. Parce que quand je dis je suis passionnée, c'est vraiment je le vis. Genre, représenter la France sur la scène internationale, européenne, mondiale, olympique, pour moi, c'est pas une mince affaire. Et c'est pas donné, ça se mérite. Donc le travail, je le mets et je l'ai mis et je continuerai de le mettre parce que porter le drapeau de son pays sur ces scènes-là, c'est un honneur. Et j'ai pris cet honneur vraiment à cœur. Et c'est pour ça qu'à l'entraînement, je me donnais corps et âme, mais littéralement. Et parfois, peut-être un peu trop, j'ai poussé les limites plus loin que ce qu'il ne fallait. J'étais entêtée, je visais la perfection parce que je mesurais l'ampleur de ce que ça voulait dire. Mais au détriment de ma santé, au détriment de mon bien-être, au détriment de mon corps, au détriment de mon âme aussi. Et c'est pour ça que je prends le temps aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup donné. Je pense que j'ai pas mal contribué à relancer la catégorie féminine aussi sur la scène internationale, donc c'est pas rien. Et je suis contente de voir que voilà, il y a la relève qui est là et qui pousse et qui continue de l'emmener encore plus loin, c'est l'objectif. Mais ça m'a rongé de l'intérieur, vraiment. Autre moment qui va être dont j'ai envie qu'on parle, c'est mars 2021. J'imagine que tu sais ce que ça... Le 24 mars. Voilà. Raconte-moi ce qui se passe ce jour-là et ce que tu ressens. Ce jour-là, ça a été a blessing in disguise.
c'est le jour où je me suis fait une rupture du tendon d'Achille pendant les championnats du monde qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Pékin 2022. Okay. Alors, cette blessure, elle est survenue parce que une semaine avant les championnats du monde, j'étais contrainte de faire un test d'effort. Ce qui, dans une préparation pour un tel événement, en sachant les enjeux qu'il y a derrière, n'a aucun sens. Okay. C'était pas du tout dans ma préparation. Mais il s'avère que moi, j'avais passé toute la période du Covid aux États-Unis, parce que là-bas, je pouvais m'entraîner, alors qu'en France, il y avait quand même pas mal de restrictions. Et fast forward, je suis arrivée en France, c'était pour préparer les championnats du monde, et j'avais pas fait les examens médicaux. Donc j'ai prévenu ma fédération et je leur ai dit, au moins peut-être qu'il faut que je fasse la partie médicale. Moi, je parlais pas du test d'effort. Médical, contrôler que tout va bien pour que je puisse y aller. Et ils ont vu qu'en novembre ou en octobre de la même année, mon test d'effort expirait. Ok. J'ai dit oui, mais c'est novembre ou octobre, on est en mars. Ça va, c'est toujours valable. Je reviens, on peut faire ça après. Et ils m'ont dit, non, vu que tu es là, fais-le maintenant. Au début, j'ai dit, ça n'a pas de sens, ça ne fait pas partie de ma préparation, ça va rajouter du poids, alors que j'avais fait une préparation assez intensive. Je savais qu'il fallait que je mette le paquet quand même pour pouvoir être en forme. Et après, c'est la fédération qui décide. Moi, je suis que l'athlète. Donc, s'ils veulent m'envoyer ou s'ils ne veulent pas m'envoyer, c'est entre leurs mains. Donc, je suis partie faire le test d'effort. Après, je l'ai fait à moitié parce que j'ai dit, je ne vais pas me donner à 2000%. Il faut quand même que j'aille m'entraîner après et que je fasse un programme en entier. Donc, faire un test d'effort plus refaire un programme en entier, c'est lunaire. Et après ce test d'effort, j'ai commencé à avoir des douleurs au tendon. Sauf que nous, tant qu'on rampe, on continue d'avancer, on ne va pas s'arrêter. Donc, j'ai prévenu l'équipe médicale qui était avec nous. J'ai vu un ostéo. Je me suis dit, on m'a juste, ça devrait être bon. Pas du tout. Mais en tout cas, ça a tenu. Toute la semaine, je me suis très bien entraînée, ça allait. On m'a donné les médicaments, on a fait les massages, on a fait les tapes, tout allait bien. Le 6 minutes se passe très bien. Et la compétition, j'arrive, premier saut, je saute. Deuxième saut, bam. Moi, je croyais que c'était mon lacet qui était sorti carrément de mes patins. Donc, je me suis dit, non, mais je ne peux pas m'arrêter. En fait, dans ma tête, je me suis dit, si tu t'arrêtes, tu as -5. Si tu as -5 dans un programme court, c'est fatal. Tu peux toujours aller grappiller des points, continue. Allez, pose ton pied, vas-y. Mais quand j'ai posé mon pied, j'avais l'impression d'avoir des talons aiguilles. J'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. En fait, ça va tellement vite. Ouais. Donc, je me dis, faut que j'aille voir le contrôleur. Je vais le voir. Il me dit, est-ce que tu veux prendre 5 minutes et après repatiner? J'ai dit, monsieur, je ne peux pas. Je vais sortir. Comme ça, je ne vais pas retarder toute la compétition non plus. Et à partir de ce jour-là, je pense que ça a été la mort de l'ancienne Maë pour laisser place. Ça a été la mort de la jeune fille que j'étais pour laisser place à la femme que je suis devenue. Ok. Donc ça a vraiment... Il y a un avant, un après, quoi. Ouais, totalement. Ok. Et cette même année, je devais faire mon mémoire de fin d'études. Donc du coup, ça tombait bien, puisque j'avais tout le temps du monde maintenant, avec mon petit plâtre. Donc j'ai décidé d'étudier la dichotomie qu'on peut retrouver dans le management des athlètes de haut niveau. Okay. Et j'ai étudié le système français, puisque je suis française. Et ça m'a passionnée. Ça m'a fascinée de voir l'envers du décor. Parce que moi, je connaissais la partie, je suis athlète. Ouais. Donc là, maintenant, je découvrais plus la partie étatique, la partie entrepreneuriale, business, management, comment c'est fait, quelles sont les lois qu'il y a, quels sont les process qui sont mis en place. J'ai adoré. Et j'ai aussi pu envisionner, comprendre et imaginer une solution qui pourrait venir refermer ce gap que j'ai pu analyser et voir. Et mon analyse, elle n'était pas faite que sur la France. J'ai aussi analysé ce qui se passait aux États-Unis, au Japon, en Russie, au Canada. J'ai eu l'occasion de pouvoir parler au coach de l'Ice Academy de Montréal, qui est la meilleure école de danse sur glace mondiale. Ils ont les 3/4 de la catégorie de danse sur glace. Ils dominent. J'ai étudié le système russe parce qu'en termes de technique, chez les femmes, c'est eux qui dominent. Mais par rapport à la longévité, c'est pas forcément leur point fort. Alors que l'Ice Academy de Montréal, eux, ils ont beaucoup d'athlètes qui sont dans la longévité et qui sont sains, malgré leur grand âge, entre guillemets. Je mets des guillemets. Oui. C'est gay. Je mets des guillemets. Personne ne va attraper voilà. N'attrapez pas mon coq. Et du coup, ça m'a permis de déjà renouer avec mon premier amour, qui est le patinage. Ça a renouvelé ma passion, parce que je l'avais perdu. De 2014 à 2018, vraiment, j'avais tout perdu, je pense.
Et ça m'a... Ouais, ça a ravivé l'étincelle. Ok. Et ça m'a dit, OK, I think I'm not done here. C'est vrai parce que tu pars d'une petite mort. Chaque blessure pour un sportif de haut niveau, c'est l'un des trucs que je pense que tu redoutes le plus. Oui. Moi, c'était ça. J'avais l'impression, j'ai cette image de cette épée de Damoclès que tu as un peu au-dessus de la tête et que du coup, quand tu es blessé et qu'elle tombe, la fin du monde. Le monde s'arrête, quoi. Donc, et toi, tu as réussi à en faire, quelque chose une renaissance, en fait. Totalement. Donc, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport déjà à cette blessure physiquement ? Parce que c'était en 2021, mais moi, je me suis fait un tendon d'Achille et je sais à quel point c'est long. Le processus de guérison est long, on ne retrouve pas forcément les bonnes sensations. Toi, comment ça se passe pour toi ? Eh ben, j'ai préféré... Voilà, alors, je veux pas avoir ça. J'ai préféré avoir une rupture du tendon d'Achille que d'avoir à dealer avec ma douleur chronique au tendon rotulien. Ok. Ça, en 6 mois, j'étais de retour sur la glace. Ouais. Parce que j'ai écouté mon corps, j'ai été très méticuleuse par rapport à ce processus et j'ai dit, OK, moi, je l'ai vu comme une opportunité. Je savais que j'allais revenir à la compétition. Personne n'y croyait. Bon, je pense mon père, ma mère. Après, le reste, ils m'ont regardé en mode « ma cocotte, t'as fini ». Je sais pas ce que tu nous racontes, mais ça Parce y que est. tu as 26 ans quand tu l'as fait. C'est ça. Et c'est presque un âge... Ah, c'est la fin. Enfin, c'est la fin. En patinage, 26 ans, déjà, c'est quand même assez vieux. Ok. Encore une fois, je sais, je suis pas vieille. En patinage, j'ai précisé. Donc là, oui, les gens ils vont se dire, bon, t'as une belle carrière. Là, tu te fais une blessure qui est quand même assez conséquente. Je pense que ça y est, t'as fini, tu passes à autre chose. Moi, j'étais là, non, mais vous avez pas compris. Moi, je reviendrai à la compétition. Et j'ai tout mis en place pour revenir. Okay. J'étais focus sur ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai écouté mon corps. Quand mon corps, il y avait une douleur, je n'allais pas au-dessus de la douleur. Je prenais le temps qu'il fallait pour me reposer. On a fait une récupération progressive. Et je pense que j'ai récupéré... Allez, je ne suis pas à 100% de mes capacités, mais je pense que j'ai récupéré 90% de mes capacités. Je suis capable de revenir sur la pointe de pied, alors que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait cette blessure-là et qui ne sont pas capables de... Enfin, il n'y a plus de force du tout. Et moi, le point d'honneur que j'ai mis, tous les jours, je faisais des exercices pour renforcer mes pieds. Okay. Et c'est là où j'ai découvert la beauté de la... Alors, kinésiologie, je ne sais pas comment ça se dit en français. C'est la même chose un peu. De l'anatomie, de la connexion cerveau avec le reste de notre corps. Ouais. Je me suis vraiment prise d'amour pour comprendre comment mon corps fonctionnait. Je voulais le rendre fonctionnel encore. Donc du coup, j'ai étudié, j'ai regardé, je me suis dit, OK, qui sont les personnes qui ont les pieds les plus forts ? J'ai regardé ce que les danseuses classiques faisaient et j'ai pris des protocoles qui étaient, je pense, adaptés pour mes besoins et je les ai appliqués. Et c'est comme ça que j'ai évolué, que je suis revenue. Ça a été dur parce que forcément, j'ai perdu tous les financements qui m'assuraient une certaine stabilité. J'ai pris le risque d'aller m'entraîner entre l'Italie et les États-Unis parce que du coup, je me suis dit, si je repars à zéro, autant bien le faire et autant retravailler sur ma technique. Donc, pendant que j'étais en convalescence, j'ai regardé un peu autour tous les coachs qu'il y avait et je me suis dit, quelle est la personne qui pourra comprendre mon projet et qui pourra m'aider à revenir plus forte techniquement en fonction de mon anatomie. Ça, c'était compliqué à trouver, mais Lorenzo Magri, ça a été mon sauveur. Il a monté une école de patinage, il était à Enya à l'époque. Et en fait, j'ai regardé les différents types de profils de patineurs qu'il avait. Et il avait une variété de profils et il les a tous propulsés. Je suis arrivée à un moment où ils étaient à leur paroxysme. Et c'est lui qui m'a permis de revenir. C'est lui qui m'a appris la patience. Il a été un ange gardien à ce moment. Parce que moi, je voulais juste revenir. Mais lui m'a dit, ma cocotte, ça va prendre du temps. Vous êtes impatient comme ça, tu te dis, parce que tu as fait avant, ça y est, t'es sur la glace. Non, ça va prendre du temps. Et il avait raison, parce que des choses que je maîtrisais depuis l'âge de 7 ans, il fallait que je le rapprenne à 26, 27 ans. Donc tu dois gérer cette frustration et puis en même temps faire confiance à cet entraîneur-là. Il y a les JO d'hiver qui arrivent en 2026. Yes. Comment tu te positionnes par rapport à ça ? J'ai vu que tu avais décidé de
de ne pas être prête pour cet événement-là, ça a été un deuil ou est-ce que tu le vois dans le processus? Bah, je pense que oui, c'est toujours un deuil, parce que mon objectif, ça aurait été d'être à Milan-Cortina, ou du moins d'avoir la possibilité d'aller me battre pour aller à Milan-Cortina. En août de cette année, premier jour de stage, j'arrive, je me fais une déchirure à l'aine. Bon, si je fais pas le début de saison, en sachant que j'ai pas fait de compétition depuis un moment, ça allait être compliqué. Et rightfully so. Donc, est-ce que c'est un deuil? Oui, quelque part, il faut le faire, ce deuil. Se dire que, bon, bah, ça y est, l'opportunité de faire des JO proches de la maison où potentiellement mes parents, mes amis peuvent venir me voir, c'est pas là. Mais c'est pour une bonne raison, parce que j'ai dit, je ne remettrai plus ma santé physique, émotionnelle et financière en danger pour le sport. Ouais. Parce que ça m'a bien trop coûté. Pour redevenir la Maë pétillante que je suis aujourd'hui, ça a été un parcours que j'ai vécu un peu dans l'ombre, que j'ai vécu un peu seule aussi. J'avais besoin d'être seule pour comprendre qui j'étais, qui je voulais être et quelles étaient mes valeurs et pourquoi je faisais tout ça. Je pense que j'ai fait ma crise de la quarantaine à 26 ans, en fait. Mais réellement. Tant mieux. Parce que j'ai commencé à patiner à 5 ans. Je me blesse à 26 ans. Quand je suis à mon plus faible et que j'ai tout perdu, entre guillemets, c'est là où j'ai vu qu'on m'a quand même un peu tourné le dos, qu'on n'a plus forcément cru en mon projet, que malgré ma passion et ma détermination de revenir, ça ne suffisait plus. Et je me suis dit, donc, tous ces sacrifices que j'ai pu faire, en fait, c'était peut-être en vain, pour rien. J'ai fait de ces titres et ces médailles mes idoles. Et littéralement, je me suis donné corps et âme, là. On ne peut pas dire le contraire. C'est dans l'exercice de mes fonctions. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? De la peine, de la frustration, de la douleur, de la solitude. En partant de quelque chose qui te rendait heureuse. Et c'est, je pense aujourd'hui, tu vois, que tu en parles aussi bien aujourd'hui. Je trouve que ça fait vraiment écho à ce courant, cette vague de sportifs actuellement qui osent parler de ça, quoi. À quel point ils ont pu vivre des moments qu'ils pensaient normaux, en fait. Repousser les limites, aller toujours loin, pas écouter son corps parce qu'il y a un match qui arrive et que tout le monde fait ça. C'est ça. Au détriment de leur état mental, même physique aussi. Donc, tu parlais de transmission et pour moi, c'est important que les jeunes aujourd'hui, et puis même encore ceux qui font du sport de haut niveau aujourd'hui, comprennent qu'il y a autre chose qui se joue, en fait. C'est ça. Et si on peut passer un message aussi aux personnes qui encadrent, parce que c'est bien de nous parler à nous. Oui, on a besoin, mais c'est un écosystème qui avance. Et il faudrait que ça change à tous les niveaux. Et c'est important aussi de comprendre que c'est pas parce que je vais prendre 2 jours de repos ce week-end que je vais arriver comme une patate lundi, que je vais plus rien réussir à faire. Au contraire. Parce que je vais aérer mon cerveau, je vais déconnecter, je vais débrancher. Mon corps va se régénérer beaucoup plus vite. Lundi, je vais arriver, bam. Et la semaine, incroyable. C'est des peurs qu'il faut faire tomber. La blessure, c'est pas une fin en soi. Il faut savoir la prendre bien en charge. Par contre, il faut être assidu, il faut être discipliné, il faut avoir un protocole précis et il faut que ce soit une prise en charge globale. Oui, je me suis fait mal au tendon d'Achille, mais c'est pas juste là qu'il faut soigner. C'est tout le corps qu'il faut réajuster, réadapter pour être sûr qu'il n'y a pas de déséquilibre qui va faire que quand je vais commencer à repousser, il y a un autre truc qui va péter. Parce que c'est souvent ça qui arrive. On a soigné un endroit, on revient, on pousse, bam, un autre truc. Bah oui, il y a la compensation. Et c'est tout l'écosystème qui devrait être au courant de ça pour que les coachs aussi puissent encourager les athlètes, pour qu'ils puissent... you have to speak life into people. Il faut que tu leur donnes... que tu mettes des mots qui leur donnent la vie. Je ne sais pas comment le dire en français, c'est pas aussi fort, mais... On a besoin d'eux. C'est nos mentors, c'est les personnes qu'on écoute, c'est les personnes qui nous guident. Et parfois, c'est... à cause de certaines blessures qu'eux-mêmes ont, que nous, on subit des choses qui sont un peu compliquées. Donc ce cercle... C'est un cercle vertueux, en fait, qui ne s'arrêtera jamais. Parce que du coup,
on nous dit, nous, qu'il faut aller faire le travail mental, mais moi, j'ai la conviction que les coachs aussi, les personnes qui encadrent de manière générale, quand tu es un mentor, quand tu es un leader, pour moi, tu dois aussi faire ce travail introspectif, te connaître, savoir gérer tes émotions, savoir les réguler, parce que après, ça va être une bataille d'émotions non régulées. Et là, c'est compliqué. Ça va dire que peut-être toi, tes blessures de l'âme, tu vas saigner sur moi. Et donc, du coup, ça va être un cycle qui va se perpétuer. Et donc, du coup, ça va jamais s'arrêter. Ouais. Et je suis contente de voir qu'il y ait aussi beaucoup plus d'athlètes qui en parlent, parce que ça veut dire que peut-être que c'est la fin d'un certain cycle et c'est le début d'une nouvelle ère. C'est clair. Et ça fait du bien. Ça va prendre du temps. Oui, bien sûr. Ça va pas se faire. Paris ne s'est pas construit en un jour. Bien sûr. Mais au moins, voilà, on plante une graine et c'est le début de quelque chose. Toi, ton écosystème, justement, comment il se compose? Parce que j'ai vu que tu travaillais avec une psychologue, c'est ça? Comment ça se matérialise? Quel travail tu fais avec elle? Ça peut être, je pense, hyper intéressant pour tout le monde de savoir un peu comment ça se passe. Alors, j'ai travaillé avec une sophrologue quand j'étais plus jeune. Okay. J'ai un préparateur mental. Et là, j'ai fait des séances de dépolarisation avec une ancienne sportive de niveau qui s'appelle Héloïse Le Sieur à Aimona. Et on vient juste de terminer le processus. Donc, avec Héloïse, c'est un processus de 6 séances qu'on a fait ensemble. Des séances qui sont assez longues, mais qui ont été, pour moi, très bénéfiques parce que ça m'a permis de débloquer beaucoup de choses dans ma vie. Et elle a travaillé sur la partie, la vie, la personne, la femme. Elle n'a pas travaillé sur la partie athlète. Ça, en général, on est plutôt bien servi à ce niveau-là. Moi, je sais que de moi-même, j'ai cette détermination. Je suis une lionne. Si je veux quelque chose, je l'obtiens. Ça a toujours été ma carrière. Mais elle a fait un travail plus sur la femme, la personne, l'enfant aussi, peut-être, qui a été blessé, qui avait des non-dits, des blessures, des choses qui me tourmentent énormément. Moi, je suis une personne très cérébrale, donc... elle m'a compris, elle m'a capté, elle m'a guidée dans ce processus. Et maintenant, je pense que j'ai les armes pour pouvoir me défendre, même s'il y a une tempête, un tsunami, une tornade, je peux rester forte. Alors avant les séances avec elle, je sais que j'étais beaucoup plus fébrile, beaucoup plus fragile à cause de tout ce que j'ai pu vivre. Et un moment de stress et tout s'écroulait. Ouais, tu paniques. Et donc là, elle m'a donné les outils pour que je puisse renflouer ma boîte à outils bien comme il faut. Et là, je sais que, il y a quelque chose qui arrive, bam, j'ai cet outil-là, je peux l'utiliser. Et avec mon préparateur mental, qui est Adrien Dutertre, avec lui, on travaille plus sur la partie sportive, mais aussi, c'est un mix de beaucoup de choses, mais c'est pas le même travail qu'on a fait. Avec Héloïse, on a fait un travail de fond, et c'est ponctuel, 6 séances. Et avec Adrien, on s'appelait une fois par mois. Okay. Et c'est lui qui m'a beaucoup accompagnée, notamment après ma blessure, jusqu'à... 2 ans. Et j'aimerais bien pouvoir éventuellement reprendre les séances, mais je pense que je reprendrai quand je vais reprendre le processus de compétition, s'il le reprend. C'est super intéressant. Pour toi, c'est vital que des sportifs aient ce type d'encadrement, ou est-ce que tu penses que c'est spécifique à certains et comment tu te situes par rapport à ça? C'est vital que chaque athlète trouve ce dont il a besoin. Ok. Tout le monde ne va pas avoir besoin de sophrologie, de préparateur mental ou quoi qu'est-ce. Il y en a, ils ont juste besoin de prendre du temps avec leurs potes. Et il y en a, ils ont juste besoin de voyager seuls. Et il y en a qui ont besoin d'avoir ces personnes qui vont les guider. Moi, j'aime bien avoir les outils pour pouvoir être quand même en indépendance, mais quand même avoir ce mentor, cette personne qui va me guider, qui va me recadrer aussi, parce que des fois, tu as besoin, tu vas commencer à marcher là-bas, hop, on te ramène, on te dit, OK, c'est par là. Faut que chacun arrive à trouver ce qui lui correspond. C'est le langage qui va lui parler. OK. T'es parti vivre aux États-Unis. Yes. Ça m'intrigue de savoir un peu pourquoi et comment aussi parce que tu es entre les États-Unis et la France, et quelle différence, quelle même similarité tu trouves aux deux? Alors, en 2018, donc après les Jeux de Pyeongchang, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Ouais. Ma meilleure amie, Vanessa James Amoros, s'entraînait là-bas. Et j'ai vu les résultats qu'elle a eus. Okay. Elle est passée de parmi les meilleures, enfin, OK, elle peut leur faire de la concurrence à elle est la meilleure. Championne d'Europe, 3e au championnat du monde, top 5 aux Jeux Olympiques. J'ai dit, je veux comprendre. Je veux apprendre, j'ai besoin de changement.
de toutes les façons, parce qu'après les Jeux de 2018, j'avais besoin de changement. Et j'ai dit, OK, moi, je veux apprendre des meilleurs, je veux passer dans la sphère de haute performance. Elle y est déjà. Je lui fais confiance. Je la connais, je connais son éthique. Si ça marchait pour elle, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Et j'ai énormément appris. Et ça a été un moment qui m'a fait redescendre sur terre. Je pensais que j'étais une personne qui était motivée, acharnée, etc. Je le suis. Mais elle travaillait de manière méticuleuse, pointilleuse, et elle était smart dans son travail. Moi, je mettais la quantité. C'était pas forcément smart. Mais il y avait la quantité. Hein. Mais au détriment d'eux. Alors qu'elle, elle étudiait les choses, elle a mis en place un écosystème qui était intelligent, pareil, qui lui a permis d'évoluer, qui lui a permis de grandir. Et j'ai vu que, tout comme moi, on a toutes les deux cette soif de connaissance, cette soif d'apprendre encore plus, de nous perfectionner. Et j'ai vu la différence. J'ai dit, ok. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle est championne d'Europe. Ok, j'ai encore un peu de boulot. C'est top de prendre... d'avoir de prendre ce recul-là et d'accepter aussi de se remettre en question, en fait. T'es obligé. Ouais, grosse part d'humilité aussi, d'accepter, de se dire que, OK, peut-être que là, en fait, j'ai quelque chose à apprendre et pour progresser aussi derrière, quoi. Ça vient de mon papa. Okay. Mon papa, il m'a toujours dit, alors tu sais que 2 plus 2, ça fait 4. Mais il y a une personne qui va arriver et qui va te dire 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 0, ça fait 4. En gros, tout le monde peut avoir une façon différente d'arriver au même endroit. Et c'est à toi de jouer la bête. Tu fais comme si tu savais pas. Parce que ça veut dire que tu rajoutes un arsenal à ton attirail. Et donc, du coup, un jour, peut-être qu'on va te poser une question et c'est la façon dont la personne qui t'avait expliqué il y a longtemps qui marche mieux que ta façon. Et ça est resté avec moi. Et donc, du coup, j'avance en me disant, j'ai la soif d'apprendre, je veux apprendre. Et j'aime bien résoudre des énigmes. Enfin, je sais pas si c'est un rapport, mais j'aime bien résoudre des énigmes. Je suis beaucoup dans ma tête. Donc, du coup, j'aime comprendre. J'aime grandir, j'aime avoir des discussions parce que je trouve que ça fait grandir. Il y a toujours quelque chose à apprendre du parcours de l'autre, de ses victoires, de ses souffrances. J'aime beaucoup regarder les documentaires, surtout le comment. Je m'en fous de l'arrivée. Enfin, c'est cool. Non, c'est cool. On va pas se mentir, c'est cool. Mais le chemin... Mais le chemin, c'est ça qui... Ah, ok, donc toi, t'es passé par là. T'as eu tel setback, mais t'as rebondi, t'es reparti. Et c'est ça qui te permet aussi de dire, ah, mais finalement, on a des parcours peut-être un peu similaires. Différents, mais similaires. Là, je me reconnais dans certains points. Là, je me dis, ah, ok, si cette personne a pu le faire, moi, je peux le faire. Et c'est ça qui te permet d'avancer aussi. Et on peut apprendre des personnes qui ont plus d'expérience, mais on peut aussi apprendre des plus petits. Et c'est ce que j'ai appris quand je suis revenue de ma blessure, quand j'étais à Igna. Je voyais des jeunes de 9 ans, 10 ans, qui faisaient des triples salcos, mais magnifiques. Et moi, j'arrivais à peine à faire un axel. Et je les regardais, j'ai dit, ok, je vais apprendre parce qu'elles ont une bonne technique. Je vais les observer, je vais les regarder, et puis je vais m'entraîner. Donc, je prenais des vidéos et je regardais les vidéos encore et encore et encore. Et là, je me suis un peu retrouvée dans ce que Vanessa faisait parce que je sais que quand on était en compétition, après son programme court, elle était là, elle regardait sa vidéo encore et encore et encore. Elle regardait le moins de détails et elle prenait des notes. Et elle prenait des notes pour changer par la suite. Et donc, j'ai dit, OK, elle a un peu d'éteint sur moi. J'aime bien. Trop cool. Aujourd'hui, tes projets, c'est quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue et j'aimerais beaucoup que tu me parles de ce côté entrepreneurial que tu as en toi et que tu nous expliques un petit peu tout ce que tu as en tête et tout ce que tu es aussi en train de mettre en place. Du coup, là, j'ai annoncé sur mes réseaux que je prenais une pause pour prendre soin de ma santé physique, émotionnelle et financière. Ouais. Financière notamment parce qu'après 2021, ça a été très compliqué. Et du coup, je voulais trouver un moyen de pouvoir générer du revenu en monétisant mon image de marque. Okay. Parce que, en tant qu'athlète, on ne se rend pas compte. On se dit, j'ai rien, qu'est-ce que je vais apporter aux gens? Tellement. Le sport, c'est l'école de la vie. On a des qualités que d'autres n'ont pas forcément, ou que d'autres recherchent.
je pense en entreprise, comme les managers, etc. La détermination, la vision. On va pas se mentir, il faut être un peu fou pour être athlète. Parce que concrètement, on commence quand même un sport en se disant, moi, un jour, je serai champion. Mais on n'a aucune certitude qu'on sera champion. Un truc qu'on ne sait même pas si on va être payé un jour. Nous, on se dit, ouais, moi, je veux faire ça et je le serai. Donc, il y a des capacités qui peuvent se retranscrire dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours. Donc, j'aimerais pouvoir monétiser ça. Donc, depuis 2021, je passe énormément... Enfin, j'ai essayé plein de trucs. Vraiment plein de trucs, parce que j'ai essayé de comprendre qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Je sais que la création de contenu, c'est quelque chose qui peut être fait de n'importe où. Donc, du coup, j'ai essayé de développer mes plateformes, ce que j'ai réussi un petit peu à faire sur Instagram, TikTok. J'ai une petite visibilité. Belle visibilité. Non, c'est cool ce que tu as fait. Merci beaucoup. J'ai une visibilité que j'aimerais bien continuer de faire grandir. Mais au-delà d'avoir un grand nombre de followers, moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce que je veux réussir à faire, c'est comment créer une communauté qui soit engagée, qui ait les mêmes valeurs, qui puisse connecter avec le contenu que je puisse faire, qui puisse me suivre dans les différentes étapes de ma vie et qui puisse surtout apprécier la femme et non plus juste l'athlète. Parce que le truc, c'est qu'en tant qu'athlète, on se vend. Je suis un athlète, donc du coup, on reste dans la case « je suis un athlète ». Mais avant d'être athlète, on est des êtres humains. Je suis une femme. J'ai des passions, j'ai des envies. Et ce qui va attirer des marques, ce qui va attirer des entreprises, c'est les valeurs, c'est la personne que tu es, c'est les choses qui te passionnent, ça va au-delà des titres et des médailles finalement. Parce qu'il n'y a que 3 personnes qui ont des titres et des médailles. Europe, monde, jeu, ils sont 3. Donc si tu n'as pas ça, qu'est-ce que tu fais, Voilà. Et nous, on met toute notre identité dans « je suis un athlète ». En tout cas, je vais parler en mon nom, je ne vais pas parler pour les autres, mais je pense qu'on relaie tous. Pour moi, il fallait que j'ai des titres, des médailles pour que j'intéresse les marques. Et là, j'ai essayé de comprendre comment je peux utiliser les réseaux sociaux pour monétiser mon image de marque, quel est un impact, que les marques soient attirées, pas juste pour faire de l'argent, mais pour quelque chose de plus profond, de plus ancré, où on peut créer un partenariat sur la longue durée. Donc, je travaille sur ça, qui est un travail assez fastidieux, on va pas se mentir, parce que si t'es pas sur les réseaux sociaux, si tu postes pas tous les jours, voilà, les algorithmes, ils te font pas de cadeaux. Donc, faut comprendre les plateformes. Et moi, je suis une grosse geek, donc j'adore, j'ai étudié. Enfin, on pourra en parler des heures, pas de souci. Mais voilà, j'essaie de mettre en place une stratégie et j'essaie de comprendre aussi comment moi je peux le faire pour éventuellement pouvoir le partager avec d'autres, parce que c'est le problème de beaucoup d'athlètes. Comment je vais monétiser mon image de marque pour pouvoir payer ma carrière. Et j'ai aussi lancé une plateforme qui s'appelle The Detail Studio. Et ça, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou. J'essaye de le développer doucement mais sûrement. Pour l'instant, je me concentre sur les patineurs. Et concrètement, c'est une approche qui est basée sur l'analyse de ton corps, de ta mécanique, qui part des pieds à la tête. Et ça permet d'optimiser le corps de l'athlète en fonction de ses forces, de ses faiblesses, de ses capacités et de ses spécificités, pour lui permettre d'atteindre la sphère de haute performance dans de meilleures conditions et pour faciliter et pour préconiser la longévité plutôt que l'ascension fulgurante. Et puis après, on fracasse ton corps et puis tu te retrouves avec des séquelles à vie. Parce que le problème, c'est que oui, quand on bourrine comme ça, c'est cool. Et puis après, il faut vivre. Voilà. Donc, essayer de trouver une méthodologie, une approche qui va peut-être prendre un peu plus de temps, mais sur la durée, qui va porter ses fruits et qui va nous permettre de ne pas finir avec des béquilles ou une hanche. Des prothèses. Voilà, des prothèses. Voilà. Ça serait pour tous les sportifs ou tu te concentres là pour l'instant que sur les patineurs? Pour l'instant, que les patineurs. Éventuellement, je sais que ça va se transcrire pour tous les athlètes. Forcément. En fait, ça parle à tout le monde. C'est ça. Ouais. Et même pour les gens de manière générale. Parce que là, du coup, je suis rentrée dans la vie un peu plus entrepreneuriale. La sédentarité, mais c'est horrible. Être toute la journée derrière le bureau, mon corps, il n'a jamais été aussi raide de ma vie. J'étais là, mais je préfère 1000 fois les douleurs de l'entraînement que la douleur parce que je suis comme ça. Du coup, etc. Ah ouais. Donc, je me dis que ça va parler à tout le monde. Ouais, mais j'ai vu que tu avais reçu un super outil. Je m'adore. Qui est excellent. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Oui. Alors, du coup, j'ai participé à un concours sur Instagram organisé par Swiss Fit Cook et Queo. C'est la marque qui fait des
des ameublements ergonomiques. C'est ça. Pour faciliter, pour permettre aux gens de bouger un peu plus, malgré le fait qu'on soit derrière un bureau. Et donc, du coup, j'ai raconté mon histoire. Mais moi, je me suis dit, il y a tellement de gens qui rentrent dans le concours, tranquille, enfin voilà. Et là, je reçois un message. Tu es la grande gagnante. Au début, j'étais là. Tu me fais un prank? Et non, j'ai réellement gagné. Et donc, du coup, j'ai reçu un bureau ergonomique avec un tapis. Et du coup, ça change énormément mon processus aussi. Parce que ce qui m'a pas mal embêté ces 2 derniers mois, c'est que je bougeais pas autant. Parce qu'il fallait que je mette en place toute ma stratégie organisationnelle. C'est un travail monstre et je suis toute seule. J'ai pas les moyens de pouvoir déléguer aux co-caisses. Donc, à part mon ami ChatGPT, il y a personne qui peut m'aider. Et donc, du coup, j'étais derrière mon bureau toute la journée. Et là, du coup, ça me permet de pouvoir marcher, de pouvoir être debout, de pouvoir être un peu plus mobile. Et ça fait du bien. Et franchement, c'est un cadeau. C'est Noël avant l'heure. Ouais, c'est super. Non, mais c'est trop cool. Et puis, comme tu dis, ça parle à tout le monde. Hein. Ouais. Franchement, c'est un petit fléau, la sédentarité. J'ai 5 questions pour toi, comme on arrive un petit peu à la fin. Première question, quelle a été la plus belle rencontre de ta carrière? Là, il faut faire des choix. Là. Non, ça c'est une question compliquée. La plus belle rencontre de ma carrière? Joker. Mais il y en a tellement. Comme ça, celles qui t'ont marqué et tu sais que ta carrière, ton parcours n'aurait pas la même saveur sans eux. Ok. Vanessa James Amouros. D'accord. Ouais. Je l'ai vue la première fois, c'était à la Coupe de Nice, une compétition internationale. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai vue sur la glace et j'ai dit à tout le monde que c'était ma sœur. Je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Ironie du sort, quelques années après, elle a commencé à patiner pour la France. Elle a patiné pour la Grande-Bretagne de base. Donc naturalisée française. Naturalisée française. Okay. Elle a représenté la France à 3 Jeux Olympiques. Et à partir de là, on était en équipe de France ensemble. Et du coup, c'est réellement devenu ma sœur. Okay. Donc voilà. Donc t'avais pas menti. J'avais pas menti. J'étais juste un peu en avance. C'est ça. Ton moment le plus difficile? Novembre 2022. Quand j'ai réussi à revenir après la rupture du tendon d'Achille, je suis vraiment sur une pente ascendante. Et je me dis, oh là, c'est parti. Là, ça va envoyer du lourd. J'arrive à l'entraînement, je fais un double axel, je pars sur un trip piqué, je pique et j'ai une douleur que je n'ai jamais ressentie de ma vie. Et en fait, je me suis fait un œdème osseux. Ok. Au genou gauche. Mais pas un petit. Violent. Et je suis tombée dans une spirale, je pense, dépressive, parce que j'avais tellement mis pour revenir après le tendon d'Achille, et que là, mon corps me lâche après tous ces efforts. J'ai dit non, tu peux pas me faire ça. Et ça, la période la plus sombre de ma vie, je pense, c'est de 2022 jusqu'à là. Pas trop longtemps, là. Ouais, là, tu là, on revit, là. Trop bien. Si tu devais revivre un seul moment de ta carrière, ça serait lequel? Oh, Lord have mercy. Un moment? Juste un? Juste un seul. C'est des questions difficiles. C'est compliqué, vos questions. Sochi 2014, les premiers Jeux Olympiques. Ouais. Je peux pas. Y a pas premiers mieux. Jeux. Les premiers Jeux. Ouais, on s'en rappelle, hein, j'imagine que ça marque. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à la Maë jeune qui s'apprêtait à se lancer dans ce parcours, dans cette carrière folle? You got this. Tu es plus forte que tu ne le penses. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va bien se passer. Il y aura du vent, mais ça va aller. Et quel est l'athlète que tu connais bien et que tu verrais bien passer après toi dans le podcast pour aussi connaître les faces qu'on connaît peu de son parcours? Mais tes questions sont dures, il y en a trop. Oh, ok. Tu peux en citer plusieurs. Sophia, elle fait du karaté. Je ne vais pas écorcher son nom, donc Sophia, Okay. karaté.
Bah, Clarisse. Ouais. Clarisse. Margot Rifkis aussi. Ok. Elle a un très beau projet. Margot Rifkis. Bon, allez, on a dit 3. C'est pas mal. Ouais, c'est super. C'est la fin. On arrive à la fin et je pense que ça aurait pu durer encore, On est bien encore longtemps. ici. On va continuer en off et tout, ça serait cool. Merci 1000 fois, Maëlle, Merci à toi, Gaël. d'avoir accepté l'invitation, de m'avoir répondu sur Insta et de m'avoir dit que t'étais partante pour le podcast. Ça nous touche beaucoup, rien que d'avoir des réponses positives et de pouvoir vous recevoir ici parce que ça nous parle, ça parle à beaucoup, et pas que des sportifs, et c'est ça qui est bien. Donc vraiment, 1000 merci, j'espère que t'as passé un bon moment. Bien sûr, bien sûr. Merci à toi. T'avais pas le choix. Non, merci à toi pour l'invitation, et merci pour ce que vous faites aussi. C'est vrai que ça fait du bien, j'avais vu l'épisode avec Gévrise, j'étais là, oh yes, speak up. Donc merci infiniment. C'est une belle thérapie. Ouais, mais trop cool. Merci 1000 fois. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'en suis convaincu. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez vous abonner. On est disponible sur les plateformes de podcast, également sur YouTube pour ceux qui préfèrent regarder. Donc abonnez-vous, mettez un commentaire, 5 étoiles. Vraiment, ça nous aide beaucoup à nous faire connaître et à essayer de faire en sorte qu'il y ait plein d'autres histoires qu'on puisse encore vous raconter. Merci encore, Naé. Vraiment, je te souhaite tout le best pour la suite et je suis sûr que ça va très très bien se passer. En tout cas, on t'envoie nos plus belles ondes. Et puis à très très vite. Merci encore. Merci Gaël.